Bonsoir et bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs de 21h à minuit sur metatv.org. Ce soir, nous accueillons Alain Escada. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes le président de Civitas. Oui, en effet. Une fameuse association. Alors, comme j'expliquais, j'ai dit les catholiques contre-attaquent parce que, effectivement, l'association Civitas a été un peu au devant du monde médiatique. On nous a expliqué tout un tas de vilaines choses. Vous étiez d'horribles intégristes, extrémistes. Et en fait, on parle pour moi, depuis justement, on va dire, votre association, d'un retour justement, on va dire, des catholiques sur le devant de la scène, puisque c'était une voie un peu oubliée. Il n'y avait pas tellement de représentants catholiques, enfin, mis à part évidemment le pape et les institutions officielles, mais on n'entendait pas les pratiquants, ils n'étaient pas représentés. C'était notre but, lorsque, à partir de 2011, on m'a demandé de prendre la direction de Civitas. L'objectif, c'était clairement de donner de la visibilité aux catholiques dans les débats de société, avec une méthode bien à nous qui consiste, autant que faire se peut, à prendre l'initiative et à être le fer de lance dans le combat. Si je me rapporte d'abord à ce que nous avons considéré être des provocations blasphématoires, je rappelle en 2011 l'exposition Peace Christ à Avignon, où un artiste contemporain ne trouve pas d'autre meilleure inspiration que de plonger un crucifix dans un vase d'urine pour en tirer une photo qui va être l'affiche d'une exposition d'art contemporain. Bien, ça a été pour nous, je dirais, la première fois que Civitas a obtenu une couverture médiatique en dénonçant le blasphème et la subvention accordée au blasphème, puisque tous ces événements putrides sont systématiquement accompagnés d'un flot de subventions qui viennent directement de l'argent du contribuable, qui ne sait pas que son argent de ses impôts sert finalement à payer toutes les provocations de pseudo-artistes qui ne vivent que de l'argent du contribuable et jamais de l'argent de vrais clients soi-disant amateurs d'art. Ensuite, il y a eu les spectacles sur le concept du visage du Fils de Dieu et Golgotha Picnic. Alors ça, on jetait des excréments. Voilà, donc sur le concept du visage du Fils de Dieu était un soi-disant spectacle entièrement scatologique. L'essentiel du temps de ce spectacle était consacré à la relation entre un père et son fils, le père étant incontinent et se promenant sur la scène en l'ange dont les déjections fécales dégoulinaient, avec en arrière-fond le portrait du Christ en permanence. À un moment, le metteur en scène propose à des enfants de monter sur scène pour se saisir de grenades factices qu'ils utilisent comme projectiles sur le portrait du Christ. Et au final, l'acteur qui incarne un vieillard incontinent monte sur une échelle et fait dégouliner sur le portrait du visage du Christ des coulées qui font évidemment référence à l'incontinence de l'acteur. Bon, c'est quand même, on est dans une dimension surréaliste, et encore une fois, cela se jouait systématiquement dans des théâtres subventionnés qui ne vivent donc que grâce à l'argent du contribuable et pas du tout grâce à l'argent du public qui va voir ce genre de spectacle. Puis il y a eu Golgotha Picnic. Alors là, on était également dans la provocation et le surréalisme, un spectacle au cours duquel les acteurs finissent dans une espèce d'orgie dévêtus, se roulant dans de la nourriture déversée sur la scène. Donc en fait, tout au long du spectacle, il y a un gars qui produit des hamburgers.
des centaines d'hamburgers qu'on répand sur scène. Pendant ce temps-là, d'autres acteurs évoquaient le Christ, la religion, de façon totalement provocante. Et finalement, tous ces acteurs se vautraient dans cette nourriture à poil, dans une simulation d'orgie, et tout ça avec en permanence, sur grand écran, des projections d'images systématiquement blasphématoires. Je rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, Manuel Valls, celui qui a interdit le dernier spectacle enfin, l'avant-dernier spectacle plutôt de Dieudonné, eh bien, était à la représentation de Golgotha Picnic chez Jean-Michel Ribes pour soutenir l'innovation artistique face aux contre-manifestants intégristes catholiques. Donc on a quand même là la plus belle démonstration de ce double langage des plus hautes autorités. N'allez surtout pas toucher la communauté, ne fût-ce que par un spectacle humoristique. Ça, c'est totalement inacceptable, c'est tabou au possible. Et lorsque ce sont les catholiques qui sont victimes de blasphème, de profanation, de sacrilège, eh bien là, les plus hautes autorités viennent soutenir non pas les catholiques insultés, mais le metteur en scène et le directeur du théâtre qui propose ce genre de spectacle. Et tout ça subventionné avec les deniers de l'État. Et tout ça subventionné avec l'argent du contribuable et bénéficiant en plus de grands sponsors, en l'occurrence l'inénarrable Pierre Berger, patron du journal Le Monde, grand argentier du Parti Socialiste, financier des campagnes de François Hollande et autrefois de son ancienne épouse, ancienne compagne Ségolène Royal. Pierre Berger aussi grand financier du lobby homosexuel bien sûr, fondateur du magazine Têtu, magazine de la communauté homosexuelle, financier autrefois de SOS Racisme, patron du journal Le Monde, grand actionnaire du journal Libération, parmi les grands contributeurs au lancement de la télévision homosexuelle pornographique Pink TV. Enfin bon voilà, c'est quand même un personnage scandaleux qui donne la nausée et qui a toujours financé toutes les crasses que la France a pu connaître. Et c'est lui qui avait déclaré aujourd'hui on loue ses bras et il faudra louer son ventre. Voilà, il considérait, lui, le multimillionnaire, considérait qu'il n'y avait pas de différence entre louer le ventre d'une femme ou les bras d'un ouvrier. C'est quand même extraordinaire que ces gens-là se disent socialistes, prétendent quand même accorder de l'importance à l'ouvrier, au prolétaire, selon les mots historiques du Parti Socialiste, et puis affichent au final un tel mépris pour la femme qui vient de milieux modestes, parce que la femme qui est obligée de louer son ventre, c'est d'office une femme qui est dans le désarroi. Alors que ça s'affiche comme ça, de façon aussi ignoble et méprisante sur un plateau de télévision, c'est quand même hallucinant. Oui, parce que c'est vrai, c'est des propos dignes d'un grand patron, d'un néolibéral absolu. Complètement. Mais on a affaire à une complaisance permanente entre ces grands patrons de gauche et ces grands patrons de droite, qu'ils soient des soutiens du PS ou de l'UMP. Au final, leurs intérêts sont les mêmes. C'est du grand capitalisme qui méprise le personnel, qu'il soit ouvrier ou employé, et qui n'a pour seul attrait que l'argent et la rentabilité qui se fait sur le dos des gens qui travaillent. Alors on nous demande, il y a déjà des questions, on nous demande, est-ce que vous êtes pour le rétablissement du délit de blasphème, par exemple ? Alors c'est un sujet assez délicat évidemment dans le sens où ensuite il y a la définition qui doit être
précise dans le cadre d'une législation, mais je crois effectivement que c'est raisonnable, contrairement à ce que pourraient penser sans doute beaucoup d'hommes politiques et de médias du système, c'est raisonnable de défendre le sacré. C'est raisonnable de ne pas permettre que la foi soit bafouée, souillée, insultée. On peut parler de tout. La question n'est pas de rendre la critique d'une religion inacceptable. Ce n'est pas de dire qu'on ne peut plus débattre notamment de l'Église catholique, pour moi qui suis catholique. Mais c'est de dire que dans une société qui se veut civilisée, ce n'est pas normal de provoquer les gens sur les sujets qui sont les plus importants pour eux. En l'occurrence, pour un croyant, la foi, c'est ce qui est le plus important. Pour quelqu'un qui est croyant, pour un catholique, c'est évident que il n'y a rien de pire que d'insulter Dieu. Mais quelle est cette... alors moi je me demande bien, il y en a qui vont donner peut-être une réponse hâtive en parlant d'une société maçonnique, mais qui est derrière, comme ça, cette attaque constante contre la religion catholique en particulier? Parce qu'on voit bien que les catholiques sont la cible. Alors l'islam, depuis, évidemment, surtout depuis le 11 septembre 2001, bon, ça a un peu commencé avant, mais vraiment depuis 2001, il y a eu un haro sur l'islam. Mais accompagné, on l'a vu maintenant aussi, justement, de ce haro sur la religion catholique. Et évidemment, il y avait très peu de voix catholiques qui s'élevaient, donc c'est pour ça qu'on est bien content, quelque part, de vous entendre un peu, parce qu'il n'y avait personne qui défendait un peu les catholiques sont la cible constante d'attaques permanentes. Et alors voilà, les attaques dont vous avez parlé, on pourrait parler des Femen aussi. Oui, absolument, bien sûr, tout à fait. Les Femen, elles ont été créées contre vous, je ne sais pas. Voilà. On découvre les Femen en France lors de la manifestation du 18 novembre 2012 organisée par Civitas contre la dénaturation du mariage. Le projet de loi Taubira qui vise à permettre à deux personnes de même sexe de se marier. Bon, c'est la première manifestation annoncée contre ce projet de mariage homosexuel. Les Femen apparaissent, non seulement elles agressent, mais elles agressent dans une tenue qui vise évidemment à être en plus sacrilège. Donc je rappelle les faits, des familles se rassemblent pour manifester. On est au démarrage de la manifestation, des familles descendent de cars de province, il y a là des femmes, des personnes âgées, des mères de famille qui poussent des landaux avec des bébés, surgissent des femmes en long manteau qui portent cornette, donc le voile des religieuses. Elles laissent tomber leur manteau. Sous leur manteau, elles sont poitrine nue, en slip, avec des inscriptions blasphématoires sur le ventre et la poitrine. Elles ont à la main des gazeuses, dont à ce moment-là, personne ne connaît le contenu, et elles vont, tous azimuts, vaporiser le contenu de ces gazeuses au visage et des femmes et des enfants et des vieillards et des poussettes. Avec la délicate attention d'avoir indiqué sur ces gazeuses sperme de Jésus, etc. Bon, la grande finesse de ces gens-là. Elles ont vraiment provoqué une panique au sein de familles qui se rassemblaient. Il faut s'imaginer quand même la situation, vous êtes père de famille et vous voyez des furies comme cela débarquer et qui gazent votre femme, vos enfants, vos bébés. Évidemment qu'il faut les repousser. Mais pour en revenir à ces Femen, encore une fois, la collusion entre elles et le Parti socialiste, les membres du gouvernement, cette collusion elle est évidente. Je rappelle quand même qu'elles ont bénéficié d'un local rue de Javel grâce à la complaisance des autorités socialistes,
qu'il y a l'association Femen et l'association Femen France, que l'association Femen France a son siège dans une maison de mairie tenue par le Parti socialiste, que lorsque, à la fête de Sainte-Jeanne d'Arc, des Femen interviennent du haut d'un immeuble près de la rue de Rivoli, par la suite, on va apprendre que l'appartement à partir duquel elles agissent est en fait un lieu qui sert de réserve à un ministère, dont elles n'ont pas pu prendre possession sans complaisance. Je rappelle que plusieurs d'entre elles ont reçu le statut de réfugiés politiques. Réfugiés politiques après avoir mené dans leur pays d'origine des actes totalement scandaleux. Ina Shevchenko, que Caroline Fourest présente en modèle, Ina Shevchenko a fui l'Ukraine après avoir tronçonné une croix en mémoire des victimes catholiques du stalinisme. C'était un monument funéraire qu'elle a tronçonné de la sorte. Bon, donc la collusion avec le Parti socialiste, elle est évidente. Et puis aussi la collusion, bien sûr, avec des officines mondialistes et des médias. Officines mondialistes parce que, il faut bien s'apercevoir quand même que ces Femen ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Oui, on leur a dit qu'il y en a certaines qui étaient payées. Voilà, donc une journaliste russe a cherché à infiltrer les Femen et donc a pu s'apercevoir à quel point les frais étaient pris en charge et à quel point celles-ci étaient payées pour agir de la sorte. Et en soi, si l'on y réfléchit 2 instants, c'est logique. Hein, on ne va pas imaginer qu'il se trouve des jeunes femmes qui n'ont aucune obligation professionnelle, qui peuvent se consacrer à temps plein à faire de la provocation seins nus dans les rues en toute saison, qui peuvent être envoyées n'importe où, en France mais aussi en Europe, voire hors d'Europe. Bon, il y a les frais, les billets d'avion, il y a le fait qu'elles doivent vivre au quotidien. Enfin, je veux dire, elles doivent, comme n'importe qui, se loger, manger. Donc, il faut bien qu'elles soient payées pour faire cela. Et si elles sont payées pour faire ça, c'est pas uniquement en vendant des t-shirts féminins. Hein. Donc, naturellement qu'il y a des organismes mondialistes qui les payent. Qu'il y a des grands patrons qui donnent de l'argent pour faire proliférer ce genre de provocation. Et puis, il y a cette collusion avec les médias, puisqu'on a bien vu à quel point Caroline Fourest était alternativement journaliste, militante lesbienne, sympathisante Femen, voire amoureuse d'Ina Shevchenko. Donc elle est multirôle, Caroline Fourest, puisque dans le livre qu'elle vient de publier il y a quelques semaines, consacré à Ina Shevchenko, on laisse même plus qu'entendre leur idylle lesbienne. Donc, bon, on est dans un scénario de grande confusion des genres. C'est, en l'occurrence, une Caroline Fourest qui a tous les rôles à la fois, mais qui donc va justement donner aux Femen la couverture médiatique totalement impensable avant le mois de novembre 2012. Le soir du 18 novembre 2012, la France entière, l'Europe entière, voire le monde, prend connaissance de l'existence des Femen et de leur existence sur le territoire français. Et par la suite, on va voir donc toutes ces grandes télévisions du système, toutes ces radios, tous ces magazines sur papier glacé, tous consacrés des dossiers spéciaux, des temps d'antenne, des reportages aux Femen. Elles vont devenir le sujet fétiche de ces médias, mais jamais pour être critiquées.
ou alors critiquer, mais critiquer vraiment avec grande délicatesse. Non, elles vont sans cesse être vantées comme des nouvelles héroïnes du féminisme. C'est quand même hallucinant de se dire, là aussi, qu'on en fait des égéries du féminisme. Comment peut-on considérer que des espèces de traînées, de hyènes dénudées peuvent, dans leur façon d'agir, amener à mieux faire respecter la femme? Au contraire, leur mode de fonctionnement est une insulte à la femme, en permanence. Cette façon de se réjouir, de vivre dans l'exhibitionnisme permanent, cette façon de faire de leur corps dénudé leur arme de communication, c'est un comportement de prostituée, c'est un comportement d'actrice porno, c'est pas un comportement qui amène à défendre la dignité de la femme. Et pourtant, c'est vrai qu'elles sont relayées, elles sont soutenues par tout le gouvernement. Absolument. Je rappelle que le patron de France Télévisions, Monsieur Pfimelin, les a reçus avec Caroline Fourest pour une soirée première avec Zakouski et champagne lorsque il s'agissait de présenter le reportage réalisé par Caroline Fourest sur les Femen. On est en permanence dans cette collusion entre médias du système, politique et Femen, plus tous ces réseaux mondialistes qui trouvent de l'intérêt à défendre ces Femen. On y voit même, on peut même sans difficulté trouver quelques étonnantes connivences avec la secte raélienne, puisqu'il faut savoir que la secte raélienne défend l'idée que les femmes devraient pouvoir se promener seins nus en permanence dans la ville. Et la secte raélienne organise une fois par an une journée internationale de la femme dénudée, de la femme topless. Et donc la secte raélienne a toujours publié des communiqués de soutien aux femmes. Là, non loin. Ça va très loin, la secte raélienne. Parce que j'ai vu que Poutine il a porté plainte apparemment contre George Soros, qui l'accuse. On sait que George Soros, lui, apparemment, il financerait un peu tout ça en sous-main. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisque George Soros, grand mondialiste s'il en est, a toujours financé la subversion à travers toute la planète. Parce que là, il s'agit d'attaquer, on va dire, tous les symboles catholiques, parce qu'elles sont venues aussi donc, dans une église. Alors oui, voilà, tout à fait. Il n'y a aucune limite chez ces femmes. On les a vues uriner en rue sur le portrait du président ukrainien. Alors, il ne s'agit pas de défendre le président ukrainien ou peu importe qui mais enfin, l'image donnée en arrivée pour faire passer un message politique à uriner en rue devant les journalistes convoqués, c'est surréaliste. Lorsque, à la veille de Noël, une fémène saute sur l'autel d'une église pour mimer un accouchement dans des conditions complètement sordides, c'est quand même totalement hallucinant. Enfin, je veux dire, ces gens-là n'ont même pas de respect pour eux-mêmes. Ces filles-là n'ont aucune dignité personnelle. Elles sont capables de toutes les provocations, de toutes les profanations, de tous les sacrilèges, sauf le sacrilège d'une synagogue. Ça, on ne les a jamais vus faire. On les a jamais vus faire, ça c'est vrai. On les a absolument. Jamais vus faire, Donc, ça s'attaque à tout sauf à ça. Voilà. C'est curieux comme elles prétendent avoir une des religions, mais en attendant, il y a quand même une religion à laquelle elles ne touchent jamais. Ça, on fait bien de le préciser parce que
Hein, Caroline Forest aussi, elle oublie souvent de nous dire Absolument. qu'on s'attaque à toutes les religions soi-disant. Oui, C'est bien ciblé quand même. oui, tout à fait, tout à fait. Du reste, j'aurais aimé voir comment elles auraient été reçues dans une synagogue. Je pense que quand les femmes prétendent avoir été bousculées, frappées lorsqu'elles agissent parmi les catholiques, eh bien, elles auraient découvert un autre type de réaction violente si elles avaient été profaner une synagogue. Ouais. En plus, on a vu les images, même dans cette manifestation où elles sont venues, voilà, on va dire, perturber la manifestation. On voit bien qu'il y a une manipulation parce qu'elles se laissent tomber, il y a des gens qui essayent de les retenir. Elles ne se prennent pas vraiment de coups, comme Caroline Forest après le tour des médias en disant oui, on m'a roué de coups, etc. C'est largement et je vais vous donner une autre illustration. Lorsqu'elles ont pour la première fois mené une action de profanation à Notre-Dame, eh bien, nous avions un de nos militants qui était présent au moment des faits et qui a témoigné avoir vu l'une des femmes s'entailler la gencive pour apparaître devant les photographes et les caméramens, le visage en sang. Donc c'est de la mise en scène, c'est de l'odieuse mise en scène. Ouais, c'est vraiment, c'est ignoble. Alors, justement, on parle de ces attaques constantes contre la religion catholique. Par exemple, il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est au niveau de la Commission européenne, il y a eu un calendrier qui était sorti il y a 2 ans. Ils avaient précisé donc toutes les fêtes religieuses. Alors on en trouvait, je veux dire même du confucianisme, du taoïsme, du shintoïsme. Alors je ne sais pas combien il y a de shintoïstes en France, mais certainement moins de 0,005%. Et curieusement, ils avaient oublié. Il n'y avait aucune fête chrétienne. Ils avaient oublié les fêtes chrétiennes. On nous a dit ça d'oublier. Il n'y avait pas de Noël. C'est quand même extraordinaire. Ça sautait tellement aux yeux que ça avait été entièrement oublié de cet agenda. Bon, c'est une des provocations parmi d'autres de ces institutions européennes, et on sait bien que justement, ces institutions européennes, qui sont un échelon du mondialisme, sont des institutions qui cultivent l'antichristianisme de façon récurrente. On voit bien à quel point, à chaque fois qu'il est question de constitution européenne, il y a une levée de bouclier d'un grand nombre de députés européens dès qu'il s'agit de faire ne fût-ce que référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Or, que je sache, n'importe quel historien de bonne foi va tout de même devoir bien admettre que l'histoire de l'Europe c'est bien aussi l'histoire de l'Église. On n'imagine pas l'Europe médiévale sans l'influence de l'Église au Moyen-Âge. Donc, il en va de même jusqu'à l'arrivée de tous les régimes laïciste, athéiste dans les différents pays d'Europe, mais l'histoire de l'Église, elle est intrinsèquement liée à l'histoire de l'Europe. Donc, quand on voit ces députés européens de milieux politiques très différents, hein, on a vu à quel point, et chez les socialistes et chez la droite libérale, Chirac en tête à l'époque, il n'était absolument pas question de laisser la moindre trace, même pas une infime petite référence dans la Constitution à ces racines chrétiennes de l'Europe. Et puis, de façon générale, on sait bien à quel point toutes les mesures proposées dans ces institutions européennes sont systématiquement orientées dans le sens de l'immoralité, de la perversion, de l'avortement, l'euthanasie, la promotion de tous les vices, de tous les lobbies LGBT possibles et imaginables. Voilà. Tous ces gens-là, eux, reçoivent non seulement des subventions des États nationaux, des régions, des conseils généraux, etc., mais reçoivent aussi des subventions des institutions européennes, il faut le rappeler. Les institutions européennes dilapident des fortunes en subventions à toute une série d'organisations subversives. Non, parce qu'ils font vraiment, on sent que voilà, il y a une espèce de... C'est une attaque générale, presque. Oui, absolument. On le voit aussi dans les messages publicitaires. Fréquemment, on voit bien que les
les publicistes, les personnes qui, dans les agences de publicité, imaginent les messages publicitaires, vont régulièrement choisir la provocation vis-à-vis d'une religion en particulier, la religion catholique. Ça a toujours été comme ça depuis 20 ans. On se souvient de Benetton qui a multiplié les provocations, notamment avec la photographie d'une religieuse en cornette embrassant un prêtre en soutane. Là encore, tout dans le détail est pensé, dans le sens où il s'attaque à l'Église, s'en moque, et s'en moque en utilisant les vêtements religieux conservés uniquement par ceux qui justement défendent l'orthodoxie du catholicisme, l'entièreté de la doctrine du catholicisme, qui en 2014, ou à l'époque en 2006, si ma mémoire est bonne, qui sont les membres du clergé qui portent soutane pour les prêtres ou la cornette pour les religieuses, ce sont les représentants du catholicisme traditionnel qui justement refusent la grande déliquescence que l'on connaît en ce moment, alors que dans le modernisme catholique, on concède de plus en plus de terrain, on cherche de plus en plus à plaire avant tout au monde et aux médias, quitte à sacrifier une partie de la doctrine de l'Église. Mais donc, ces annonceurs publicitaires, et encore une fois, combien de fois, lorsque nous nous sommes adressés à eux, n'ont-ils pas eu systématiquement la même réplique? Mais ayez de l'humour, prenez ça au second degré. C'est quand même extraordinaire. En fait, on demande aux catholiques, en réalité, d'être des citoyens de seconde zone en France. C'est ça la réalité en France et dans le reste de l'Europe d'ailleurs. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il y a une catégorie de citoyens dont on peut impunément se moquer de toutes les façons, ce sont les catholiques. Il n'y a jamais de barrière. Il n'y a jamais de barrière. Il est évident que tant du côté des humoristes que des publicistes, que des metteurs en scène, il y aura toujours l'une ou l'autre forme d'autocensure vis-à-vis des autres religions. Soit une autocensure vis-à-vis d'un certain peuple élu, parce que là on est en famille, dirais-je, entre ces gens-là et le peuple élu, soit vis-à-vis de l'islam, je pense, une crainte de la réaction, mais des catholiques, eh bien, on peut vraiment se moquer impunément parce qu'on considère que de toute façon, ces gens-là vont toujours se laisser faire. Et la démarche de Civitas, c'était d'arriver à un moment en disant « mais ça suffit, on ne va pas continuer à se laisser faire. Détrompez-vous. Ce n'est pas parce que nous sommes catholiques et que nous défendons la bonté, la charité, etc., que nous allons laisser insulter le Christ. Que nous allons laisser profaner nos lieux de messe. » Alors c'est peut-être la phrase du Christ, on ne comprend pas, le fameux « tendre l'autre joue », alors c'est peut-être cette... Alors, tendre l'autre joue, eh bien c'est bien simple. S'il s'agissait en tant que chrétien d'être simplement insulté soi-même en tant que chrétien, oui, ben ça nous pouvons à la limite, selon notre tempérament, bien sûr, eh bien, je dirais que le meilleur des chrétiens, le meilleur des catholiques, eh bien, il va supporter l'insulte qui lui est faite personnellement. Mais par contre, le fait d'insulter, de profaner, de blasphémer Dieu, ça par contre non. C'est là qu'il y a souvent, de la part de ceux qui ne sont pas catholiques, une utilisation frauduleuse des paroles du Christ, parce qu'en l'occurrence, eh bien, il ne s'agit pas pour un catholique de laisser insulter le Christ. Il accepte éventuellement
avec humilité ce qui lui est fait à lui personnellement, mais il a le devoir, c'est un devoir de défendre le Christ, de refuser le blasphème, le sacrilège qui est fait au Christ ou à la Très Sainte Vierge. Et en plus, alors par exemple au niveau, justement, vous avez de plus en plus de visibilité, on reproche un peu justement, on vous met de plus en plus dans le paquet, si j'ose dire, on dit les fameux extrémistes, parce qu'on est dans une époque peut-être, et partagez mon analyse, mais j'ai l'impression que les croyants d'aujourd'hui sont confrontés au problème de soit être pris, allez, au mieux pour des ringards rétrogrades et au pire pour des extrémistes dangereux, limite terroristes. Voilà. On est dans une vision très complètement... Absolument, absolument. En fait, il y a une succession de placards, mais il s'agit toujours de mettre les catholiques dans des placards. Effectivement, on se souvient de tous ces films d'il y a 10-15 ans. Lorsqu'on parlait des catholiques au cinéma, c'était, il y a 10-15 ans, pour se moquer d'eux en les présentant comme les familles ringardes par excellence. Aujourd'hui, c'est plutôt pour les utiliser en épouvantail. Ça va être la série le feuilleton policier dans lequel il y aura une enquête sur un commando anti-avortement qui aura assassiné un médecin avorteur. Enfin voilà, on est dans des scénarios complètement hallucinants parce que il faut quand même qu'on me montre dans l'histoire pénale française un cas de médecin avorteur ayant été assassiné en France par un commando anti-avortement. Mais voilà, on est toujours dans un schéma qui vise à démolir l'image des catholiques dans la société de façon à ce qu'ils ne puissent plus assumer sereinement leur devoir de faire de leur foi un repère dans la société. C'est ça l'objectif, je pense clairement, c'est d'éradiquer le christianisme. Et d'ailleurs, Vincent Payon l'a répété à plusieurs reprises. Là encore, il faut aussi, on va y revenir très vite, les déclarations de Vincent Payon sur le christianisme. Mais il y a cette volonté manifeste, convergente de la part de toute une série de milieux, d'empêcher que le christianisme puisse encore avoir valeur de phare, de repère dans la société. Et en soi, eh bien oui, là c'est l'œuvre d'une convergence d'intérêts de différents milieux. Parce que vous allez trouver des gens comme Vincent Payon qui, en franc-maçon laïciste, veut remplacer le christianisme par une religion universelle, la laïcité, dans laquelle toutes les perversions sexuelles deviennent des orientations parmi d'autres. On est vraiment dans un schéma complètement pourri jusqu'à la moelle. Mais vous avez aussi, d'autre part, eh bien, des tenants du mondialisme qui voient surtout dans l'effacement des repères chrétiens la possibilité de développer une humanité déracinée qui va donner naissance au consommateur idéal. Quand vous n'êtes plus qu'un individu sans racines religieuses, sans patrie, sans famille, vous êtes un nomade gris, uniforme, qu'on peut délocaliser en fonction des besoins, qui, où qu'il soit, va consommer la même malbouffe, boire les mêmes sodas, être habillé des mêmes vêtements. Et c'est ça, au final, le rêve idéal de toutes ces multinationales. C'est qu'il n'y ait plus aucune intelligence, aucune racine, aucune culture,
aucune foi, aucun patriotisme, aucune famille normale, naturelle, mais qu'il n'y ait plus que des consommateurs serviles, dociles, que l'on mène comme on veut, et qui seront d'autant plus dociles qu'on se contentera de les alimenter de pain et de jeux comme durant la Rome antique. Ouais, parce qu'on a le sentiment de ce monde, vous savez, vous connaissez le livre d'Aldous Huxley. Absolument. Voilà, on y arrive, on a l'impression les usines à bébés. Mais enfin, pour moi, justement, voilà, qu'on arrive, quand on parle de ce qui se cache derrière la théorie du genre, enfin, en voyant plus loin, c'est un peu ça, c'est de voir un monde déshumanisé, sans... Tout à fait. Mais quand vous entendez quelqu'un comme Éric Fassin dire, Éric Fassin qui est professeur, qui a pignon sur rue dans les milieux universitaires français, Éric Fassin dire que l'un des objectifs de tout cela, c'est de donner naissance à une société dans laquelle l'hétérosexualité serait anormale, vous voyez bien ce schéma d'inversion complète. En même temps, vous voyez se développer de plus en plus une rhétorique distinguant d'une part la sexualité récréative et d'autre part la procréation artificielle. Donc on veut, dans ces milieux-là, donner de plus en plus naissance à cette procréation artificielle, PMA, GPA, ce sont les premières étapes. Mais ensuite, il faut quand même avoir conscience qu'en plus, en ce moment même, il y a des chercheurs qui travaillent à la mise au point d'un utérus artificiel. On est dans une logique complètement irréelle, qui refuse la nature, qui refuse tout ce qui fait la nature humaine.